Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il est déjà 12h36. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on va recevoir au début deux femmes, docteur Frédéric Guérou-Boinama, bonjour. Bonjour. Et une puéricultrice, Madame Ringueyen, c'est bien ça? Oui. C'est ça. Prénom Séverine. Font partie du conseil départemental. On va parler justement de la PMI et c'est important pour les Guadeloupéens. Un peu plus tard, il y aura un débat particulier sur vieillir en Guadeloupe aujourd'hui. C'est un débat préparé par Madame Marie-Chantal Saint-Sauveur, qui se dit militante du troisième âge. On verra avec elle Dr Moutsami, Madame Célia Déachir, Fred Catel, Vincine Burdin qui est retraitée, et bien sûr Marie-Chantal Saint-Sauveur, militante de l'âge, comme elle dit elle-même. On parlera un petit peu du vieillir, puisque c'est un pays où les gens sont en train de vieillir, et paraît-il, dans 20 ans, il y aura plus de troisième, de seniors que de juniors. Bon, c'est à voir. Sinon, l'actualité, c'est convocation au MAC de Mme Lorella Rinson. Elle était absente. Le président du conseil régional va en parler tout à l'heure au micro de Maxime Morel. À Marie-Galante, les lycéens ils en ont vraiment marre. Ils en ont marre et ils se sont mobilisés ce matin parce qu'ils se sentent un petit peu abandonnés. Les conditions de travail sont, pour eux, pour l'exercice des études, sont des conditions déplorables et ils se sentent, comme je le disais, délaissés. Ils ont manifesté. Gestion crise de Sargasses avec le préfet, on en parlera. On ira aussi à Bouillante, où à Bouillante, il y avait la 15e édition du Salon Prestige, très important pour Bouillante, et puis aussi une animation sur la plage de Malandieu, tout cela. On verra ça tout de suite. Dans les formations, je vous rappelle que vous êtes en direct aussi de Canal 10, bien sûr, mais de deux radios, RHT, et bien sûr C10FM. Alors, on commence par le MAC, puisque vous le savez, le conseil d'administration se réunissait ce matin. C'est la deuxième convocation pour Mme Rinson. Semble-t-il, elle n'était pas présente. Le président du conseil régional, Harry Chalus, était au micro de Maxime Morel. On l'écoute. Pour la deuxième fois, la première fois, j'ai compris qu'elle nous a répondu qu'elle était absente. Je suis quand même président du MAC de la Guadeloupe, responsable de Mme Rinson. Elle aurait au moins, je dis, pu me dire qu'elle ne peut pas se déplacer. Je ne connais pas ses déplacements, je ne connais pas son fonctionnement. Aujourd'hui, nous l'avons encore pour la deuxième fois convoqué à un entretien de manière à ce qu'elle puisse justifier un peu ce que nous lui reprochons sur son fonctionnement, sur les problèmes qui existent au MAC, avec le personnel, avec l'inspection du travail. Et voilà, elle ne s'est pas présentée. Donc là, je prends acte et avec le conseil d'administration, nous prendrons une décision par la suite. Nous avons respecté la procédure comme le disent les statuts et maintenant, c'est à elle de prendre ses responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités aussi. À suivre donc, on part tout de suite à Bouillante. À Bouillante, il y avait donc ce salon Prestige qui s'est pas fait depuis 2 ans. Et donc aujourd'hui, depuis ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, il y avait une série de manifestations, aussi beaucoup d'artisans, je crois près d'une centaine, qui étaient venus présenter leur production. Et ça a pris 2 ans de confinement et de pandémie. Inutile de vous dire que les gens étaient très contents. On regarde ce reportage. Après le Covid, en 2020, on a eu la chance, juste avant justement, d'avoir réalisé la 14e édition, qui avait été un grand succès. Plus de 6000 visiteurs, si ma mémoire est bonne. En 2021, malheureusement, en plein Covid, on n'a pas pu faire travailler nos collègues artisans. En 2022, nous avons organisé une première exposition qui était juste à côté, à la place du marché. Et puis au mois d'octobre, nous avons aussi organisé une deuxième expo pour soutenir l'artisanat après Fiona. Donc là, nous repartons en mars 2023, la 15e édition du Salon Guadeloupe Prestige. C'est vrai qu'il a fallu tout reprendre, il y a des bonnes habitudes qu'on avait oubliées, mais je peux vous dire qu'en voyant les visiteurs, c'est vraiment un plaisir.
Alors, le nombre d'artisans, il y a plus d'une centaine, enfin, il y a 90 artisans, si ma mémoire est bonne. Le nombre de stands entre nos producteurs et nos créateurs Guadeloupe, ainsi que nos partenaires, nous sommes à 111 stands. Très, très bien. J'ai fait le tour, j'ai regardé, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Mais je trouve que c'est très, très bien. C'est la première fois, oui. Vous avez eu le temps de faire des achats ou pas? Oui, 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 on a fait des petits achats. Alors? Ouais, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. L'entreprise fait de l'agrotransformation, principalement de la transformation en confiture des tubercules comme l'igname pinamayo. Je fais aussi de la fécule de Toloman, qui est le balisier rouge. Je n'en ai pas aujourd'hui, mais prochainement, ça sera sur le marché avec la farine de jambon. Et je fais aussi de la confiture de fruits. L'objectif, c'est de valoriser le produit de terroir à travers les différentes transformations que je fais. Je représente mes différents ouvrages, donc des livres et des CD, donc, des ouvrages sur l'alimentation, avec un livre intitulé « Le fruit à pain dans tous ses états » ici. Donc un livre de recettes sur le fruit à pain qui vous propose de travailler, de cuisiner le fruit à pain sur plusieurs coutures, en salé, en sucré, pour pouvoir le consommer régulièrement et le proposer à votre table sur plusieurs présentations différentes. Alors toujours à Bouillante, mais cette fois-ci c'était sur la place de Malandur, c'était le deuxième anniversaire de médias IPV. Ça s'est manifesté par des animations pendant toute la journée sur la place depuis très tôt. On regarde un peu ce reportage. Mais parce qu'en l'eau, camarade te dit nous comme ça, vini vrai, ça qui a passé à 6 plages d'hier. Et nous venons faire un constat qui a fait déjà 48 heures à peu près. Et ils dit nous comme ça, qu'ils ont dit mal à vie, nous qui regardons, on travaille depuis qu'ils ont venu si plage Guadeloupe, nous, plage Malandur. Et nous dit comme ça, si nous faisons fête, vu que nous sommes médias de la lutte, nous ne pouvons pas faire fête contre tout le monde qui a un anniversaire normal. Parce que c'est dans la lutte que nous y est. Donc il faut nous amuser avec camarades de nous à d'un côté qui est en Guadeloupe en nous et que Guadeloupe est qu'à se trouver yo paix, yo trouver yo pas en place à yo. Faut que nous savent que tout côté en Guadeloupe nous en place en nous et c'est pour ça que nous rassemblons pas mal de monde aujourd'hui là assis ici là ça. Bon matin là depuis nous arriver, nous placer nous assis en bord et puis ces monde là qui étaient d'aide au moins 15 ans vrai là. Yo étaient présents et puis depuis yo vrai que nous rassemblés, nous avons fait tout on met là aussi. Yo prend serviette à yo gardé nous de façon mécontente et yo commencé parti. Yo commencé parti parce que yo vrai que nous ka venir là depuis 7h du matin, depuis 7h moins de cas, nous là bon matin là nous sorti et nous voyons que parti. Nous pas là pour nous déranger moun, mais forcer moun à comprendre quand même que yo en Guadeloupe. Faut yo savent que Guadeloupéen ni Guadeloupéen il là ça et faut yo habiter avec nous, il y a moun aussi qui le côté là parce que nous allons voir tout le monde. Nous c'est moun qui est dans l'amour, nous pas dans la méchanceté. Nous allons discuter avant le monde, yo dit nous, yo comprendre tout à fait vision nous et que yo même y aura trouvé que si nous dans Kilti comme musique là, on attend Kilti la musique nous va jouer. C'est musique en nous, c'est ça qui nous lève dans Patrick Saint-Éloi tout ça et ni moun ça va déranger yo et nous va dire mais si on va venir en Guadeloupe, faut savoir que la Guadeloupe comme musique là a dit il y a le ciel, regardez, il y a le ciel, il y a la mer, il y a les noix de coco, mais il y a aussi les Guadeloupéens. On ne peut pas avoir la Guadeloupe sans les Guadeloupéens. C'est un anniversaire presque militant, un anniversaire jeune qui décidé de faire moun qui a resté en Guadeloupe, mais qui pas aussi en Guadeloupe, vrai ça qui a passé en pays là. Au niveau LCDM, ça a fait un moment que nous avons dénoncé la situation là que les gens vivent en Guadeloupe là. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être à Malandur parce que nous voulons que les Guadeloupéens réapproprient en fait contre plage là ça qui est pratiquement délaissé et que nous avons constaté que nous ne pas venir là encore parce que nous avons considéré que nous pas à nous là. Donc aujourd'hui là, ça a été important que nous là pour que les gens voient que nous avons réapproprié nous la Guadeloupe. Parce que nous là, nous avons gêné. Et quelque part, c'est ça que nous voulons véritablement, que les gens comprennent que là, quelle que soit la nous là aussi, c'est en nous aussi. Aujourd'hui là, nous ne pouvons pas revendiquer pour exclusivité à bon côté, mais nous avons dit comme ça que nous pas de tête, pas venir côté sud, nous pas de tête, pas venir à Malandur. Et à travers ça, il a passé, nous voyons qu'il a passé à Sainte-Anne. Parce que là, nous avons laissé effectivement la porte ouverte, et bien nous avons vu qu'il y a mettre barrière, nous avons vu qu'il y a mettre porte, nous avons vu qu'il y a fait qu'on à Saint-François. Et aujourd'hui, nous avons rendu compte qu'il y a un réel problème à 50 pas, que pas ni véritablement en décision politique
mais une discussion aussi populaire pour permettre à ce que nous comprenions que la Guadeloupe c'est en nous, 50 palaces c'est en nous aussi, et que par conséquent, aussi bien qu'il faut nous protéger, mais il faut nous aussi occuper de manière à ce que nous venions profiter de ces bons moments-là. Voilà, eh bien on va revenir, on va quitter la plage, on va revenir sous terre avec Dr Frédéric Guéraud-Bouanama. Bonjour. Bonjour. Et avec notre puéricultrice Séverine Ringuienne. Alors, je suis content de vous voir parce qu'en réalité, on ne parle pas suffisamment des PMI. Alors, comment vos actions se manifestent-elles au sein de la protection de la médicale de l'enfance? Oui, eh bien, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vous parler justement de la protection maternelle et infantile et en particulier d'une de ses missions qui est la santé préventive et le soutien à la parentalité. Oui. Parce que la PMI a d'autres missions en effet comme les accueils collectifs, les agréments des assistantes maternelles, mais notre cœur de métier, ça reste la santé préventive et le soutien à la parentalité. Alors comment ça se manifeste qu'on est puéricultrice Madame Guyenne? Alors, quand on est puéricultrice, effectivement, surtout en protection maternelle et infantile, donc on travaille sur le soutien à la parentalité, l'accompagnement des parents dans ce nouveau rôle qu'ils ont. Et donc, du coup, nous avons plusieurs axes d'intervention, notamment l'axe de prévention et de promotion de la santé. Et le deuxième axe, c'est aussi la protection de l'enfance, qui est un autre volet de notre mission. Et dans le cadre de la promotion de la santé et de la prévention, on met en place des consultations de puéricultrices et des consultations en partenariat avec le médecin pour pouvoir suivre les enfants. Et on met aussi en place des visites à domicile pour pouvoir suivre les enfants, soit en retour à domicile, soit, par exemple, quand on a dépisté en consultation des difficultés, par exemple. Alors, suivre les enfants, mais c'est aussi suivre les mamans. Oui, parce qu'à la PMI, en fait, nous sommes nombreux professionnels de santé. Il y a des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, qui sont, je le rappelle, des infirmières spécialisées en pédiatrie. Oui. Nous avons aussi des infirmières, des auxiliaires de puériculture et des éducateurs pour jeunes enfants. Donc des spécialistes de la santé et de la petite enfance. Et on s'adresse aux femmes enceintes, aux enfants de 0 à 6 ans, aux parents, donc papa aussi peut être intéressé, et aux couples, parce que parmi les professionnels de santé que j'ai cités, il y en a certains qui sont aussi conseillers conjugaux. Oui, mais alors ça s'exprime de quelle manière? C'est-à-dire que des visites régulières, un suivi médical? Oui, alors ça se passe déjà, peut-être il faut le préciser, dans les classes, oui. Les centres locaux d'action sanitaire et sociale qu'on connaît encore sous le terme de dispensaire. Oui. Ça se passe aussi dans les écoles maternelles parce qu'on vient aussi dans les écoles faire le bilan de santé pour les enfants de 3 à 4 ans. On vient aussi dans les collèges, les sages-femmes font des séances EVRAS, ce sont des séances... Vous dépassez les 6 ans là hein? Oui, alors voilà, ça c'est justement, les enfants c'est 0 à 6 ans, mais oui. Pour ce qui est la mission de la femme, oui. Eh bien c'est la femme, hein, donc le jeune aussi, hein, toute la mission prévention et toutes les séances qu'on peut faire justement au collège pour commencer à parler de tout cela. Et puis on vient aussi à domicile, comme l'a dit ma collègue, pour les suivis de grossesse et pour les enfants de 0 à 6 ans. Quels sont les besoins prioritaires pour les femmes enceintes, par exemple, pour la puéricultrice? Je n'ai pas compris votre question. Les besoins prioritaires pour les femmes enceintes? Alors, moi, je ne m'occupe pas des femmes enceintes, je m'occupe des enfants de 0 à 6 ans. Les enfants, oui. Donc, la sage-femme, effectivement, les besoins, c'est au niveau gynécologique. Donc, on a des suivis au niveau de tout ce qui va être frottis, planning familial. On va aussi avoir le suivi des grossesses, donc, et notamment la consultation du 4e mois où on aborde des choses comme l'alimentation, la consommation pas d'alcool qui est interdite, on va le dire, pendant la grossesse, des choses comme ça, et jusqu'à ce que la femme elle accouche. Alors, les femmes qui vous regardent en ce moment, qui sont soit enceintes sur le point d'accoucher, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? S'inscrire, prendre contact, comment ça se passe concrètement? Alors, il faut se rapprocher du CLAS de sa commune, sachant qu'en général, à part quelques exceptions, il y a un CLAS dans chaque commune. Oui. Donc, se rapprocher du CLAS et prendre rendez-vous. Hein. Pour la grossesse, c'est vrai qu'on réalise tous les examens obligatoires du suivi de la grossesse. Oui. On fait la préparation à l'accouchement, l'entretien prénatal, Mme Ringuienne en a parlé aussi, la consultation postnatale et puis tous les conseils qu'on peut donner à la future maman, et en particulier le soutien à l'allaitement maternel. Et pour la femme, on fait tout le suivi gynécologique, préventif, dépistage des infections sexuellement transmissibles, prescription de la contraception,
Et puis tous les examens de dépistage, par exemple le frottis cervico-vaginal dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, la palpation mammaire, la prescription des mammographies dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Oui, et je comprends que même si on n'a pas la sécurité sociale, on peut... Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est un service qui est gratuit, qui est offert par le conseil départemental. Oui. Donc, qu'on ait la sécu ou pas, justement, on a une population immigrée et étrangère qui n'ont pas justement de papier parfois, qui sont suivis en PMI. Alors, il y a un problème qu'on a souvent signalé ici, c'est que nos enfants très petits commencent à être obèses. Donc, ça veut dire que l'alimentation, il faut aussi surveiller l'alimentation. Tout à fait. Donc, c'est un des rôles justement de la puéricultrice où on aborde effectivement l'alimentation et notamment l'intégration et la diversification alimentaire. Donc, on met en place, comme je l'ai dit, des consultations dès le premier mois de vie de l'enfant et au 5e mois de vie pour pouvoir parler justement des aliments qu'il faut mettre dans l'assiette de l'enfant. Oui. Donc, on a mis en place notre projet qui s'appelle Bien manger local. Donc, c'est un projet qui a vu le jour au sein de notre circonscription, fort des chiffres. Hein. Donc, on sait qu'en Guadeloupe, on a 52% de la population qui est obèse. Oui. Et donc, du coup, par rapport à ça, notre projet est tout trouvé et il a tout son sens. Et donc, du coup, pour nous, c'est favoriser effectivement les plats traditionnels qu'on améliore quand on en a besoin et aussi permettre d'avoir une alimentation saine, mais aussi ne plus aller vers des aliments qui sont trop sucrés, trop salés, trop industrialisés. C'est ça le problème. Par exemple, les yaourts, il faut un petit peu les... Non, alors des yaourts nature, c'est bien. Oui. Après, on peut effectivement agrémenter parfois, mais pas tout le temps. Je sais pas, enfin, je dis quelque chose de mon enfance. Le dictame, c'est passé de mode ou ça c'est non, revenu? Le dictame, on peut toujours, à partir de 6 mois, on peut effectivement utiliser la dictame puisque c'est un féculent qui est justement plus digeste au niveau de l'estomac et qui permet, pourquoi pas, de faire un petit 4 heures pour l'enfant. Donc là, on a la bouillie banane qui passe. C'est un peu le même procédé. Qu'est-ce que c'est la bouillie banane? Parce que ça, alors, la bouillie banane, c'est un plat culinaire qui vient surtout d'Haïti. Donc, c'est de la banane. Quel type de banane plantée? Plantain. Plantain, mais c'est pas les poyos, c'est pas les poyos, non. Non, c'est pas les poyos, il faut que ce soit sucré. C'est vraiment, il faut que ce soit un petit peu sucré. Oui. Donc, on peut effectivement rajouter un peu de lait, un peu de maïzena pour donner un petit peu plus de consistance et un peu d'épices. Pas trop, puisque ça peut être toxique parfois, donc pas trop non plus, c'est juste pour apporter un petit peu plus de goût. Et donc, la farine de dictame, elle a tout son sens aussi. Oui, et avec le fouillis à pain aussi, il y a des choses à faire. Le fouillis à pain aussi, on peut faire des choses, tout à fait. Donc nous, par exemple, on a montré tout à l'heure là le velouté de fouillis à pain. Oui. On peut rajouter effectivement des légumes pour avoir un plat plus équilibré. Donc non, on a des produits ici qu'il faut utiliser, qu'il faut valoriser, parce qu'en plus, ils sont sans gluten et ils sont bons pour la santé. Alors, je vous pose la question, soit au docteur, soit à la puéricultrice, est-ce que les mères suivent vos conseils? Ah, ben on le souhaite, en tout cas, on l'espère. Oui. On n'a pas parlé, on n'a pas détaillé le suivi des enfants de 0 à 6 ans. Oui. Donc, il faut savoir qu'on peut faire suivre son enfant dès la sortie de la maternité jusqu'à l'âge de 6 ans à la PMI. Oui. On réalise tous les examens de santé obligatoires. Et on peut vacciner aussi. Nous avons des vaccins à disposition dans les classes gratuitement. Donc, pour les personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, il faut le savoir, c'est important. Et on donne donc tous les conseils dont on a parlé tout à l'heure, en particulier l'alimentation. Oui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de conseils à donner parce qu'il n'y a pas de diplôme pour devenir parent. Oui. Et donc les parents ont toujours beaucoup de questions. Oui. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner et de les aider au mieux dans cette mission qui est importante d'être parent. Alors visiblement, ça ne va pas seulement au physique, ça va aussi à l'intellect, puisque je vais projet de lecture. Oui, projet lecture. Alors, on essaie de développer de nombreux projets de prévention à la PMI. Donc, on a parlé du projet alimentation, on a bien mangé local, mais on a développé aussi d'autres projets, donc comme le projet langage et lecture, parce qu'on souhaite en fait éloigner un petit peu les enfants des écrans.
Oui. On sait que les enfants, ils sont beaucoup, les adultes aussi, on est tous sur les écrans. Bien sûr. Et les enfants le sont aussi énormément. Donc l'idée, c'est d'expliquer aux parents que c'est important de s'adresser à son enfant, de communiquer avec lui, de lui parler, de lui raconter des histoires. Et donc, on peut utiliser comme support le livre. On peut le faire sans le livre aussi. Mais le livre, c'est vrai que c'est un bon support. Ça intéresse les enfants. Donc, on a développé à la PMI, déjà, on donne des livres. Voilà, c'est ça. Le conseil départemental édite des livres que l'on peut donner à la PMI. Donc, ce sont des livres qui... c'est un projet qui a été initié depuis quelques années. C'est le projet Tupitik à l'IEC du conseil départemental. Et on favorise, en fait, la culture créole. Donc, ces livres-là, pour ne citer que ceux-là, ça va être des Andoli Mandémaillé ou alors Timon Amouin qui a grandi, des choses comme ça, qui sont en fait issus d'auteurs guadeloupéens et qui valorisent notre culture à nous. Donc à l'intérieur de ces livres, on a un petit guide à destination des parents pour leur permettre de lire, pour apprendre à lire avec leurs enfants, lire et raconter des histoires. C'est un véritable dispositif tout ça. Oui, on fait beaucoup de choses à la PMI. Non, visiblement, je suis agréablement surpris d'entendre toutes ces choses qui se mettent en place et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, oui. On met en place d'autres actions et on a mis en place une action récemment aussi qui s'appelle Art à la PMI avec une artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Céline Bernabé, une artiste peintre, photographe, comédienne, qui est venue exposer ses œuvres sur les temps de consultation infantile, qui a passé un temps avec les mamans qui le souhaitaient, un temps d'échange. Et à l'issue de ce projet qui avait pour but d'apporter un petit peu de rêve, d'évasion aux parents, à l'issue de ce projet, le but c'est de créer des petits ateliers de peinture pour les parents intéressés. C'est intéressant. Alors, j'ai quand même envie de poser la question, je sais pas, à la puéricultrice ou au docteur. Est-ce que les femmes guadeloupéennes ont décidé d'avoir plus qu'un enfant et demi? Alors c'est une question qui est un peu difficile parce que c'est vrai que notre population elle est surtout étrangère, donc du coup la question elle est donnée, mais nous à notre niveau on ne pourra pas y répondre parce que du coup c'est pas trop notre population. On fait un peu plus d'enfants en Guadeloupe que par rapport aux chiffres métropolitains, je crois qu'on est à 2,7 ou 2,5 enfants. Donc on est encore un petit peu plus, mais en tout cas, comme vous l'avez dit au début de l'émission, en Guadeloupe, la population est vieillissante, on a de moins en moins de naissances, donc ça c'est vrai que c'est une préoccupation. C'est une préoccupation, c'est étudié cette question aujourd'hui. En tout cas, c'est une préoccupation, elle mérite d'être étudiée, mais en tout cas, le constat est là. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on a de moins en moins de naissances, on a beaucoup de départs aussi de la Guadeloupe, donc on a une population qui diminue et qui vieillit à l'heure actuelle. On m'a même laissé entendre que les femmes étrangères avaient plus d'enfants que les Guadeloupéennes. Alors je pourrais pas donner, je n'ai pas les chiffres. On n'a pas de chiffres. Mais c'était au-delà de 2, c'était au-delà de 2, quelquefois 3 enfants. Mais les femmes guadeloupéennes font aussi encore des bébés. Voilà. Donc après faire le distinguo entre les femmes. Je pense qu'il faudrait avoir des chiffres pour ça, mais là on peut pas s'avancer sur ça parce qu'on n'a pas de chiffres. Bien sûr. Et donc, toute cette mise en place qui fait, ça date de combien de temps, tout ce travail que vous faites là? Écoutez, le travail, tu parlais du projet lecture. Le projet lecture, en fait, il existe déjà depuis 2016, déjà avec le projet Tupitik à l'IEC. Et nous, on l'a approfondi, puisqu'il faut savoir qu'on fait aussi le don d'imagier, le don prêt, bien sûr, pour stimuler le langage au niveau des enfants pour lesquels on décèle des petites difficultés et pour permettre aux parents de passer du temps avec leurs enfants. Donc on va dire que nous, en circonscription 3, on a commencé, ça fait à peu près 2 ou 3 ans, puisqu'on a eu du mal, et puis maintenant on est parti sur le don d'imagier. Écoutez, c'est très intéressant. Alors, vous vous rappelez quand même que pour bénéficier de tous ces avantages, on prend contact avec son classe de sa commune, de toutes les communes. Oui, alors de sa commune, c'est plus pratique de rester là où on habite, sachant que en principe, dans chaque commune, il y a une classe. Proche de chez soi, il y a une classe, avec une PMI qui vous recevra avec plaisir.
Ben, écoutez, bon travail, continuez. Oui, merci. La Guadeloupe en a besoin réellement. Et je pense que c'est nécessaire. En tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. J'espère que les Guadeloupéennes, les hommes aussi qui écoutaient, vont se rappeler de tout ça, surtout au niveau alimentaire, au niveau des écrans, au niveau de l'art aussi, à domicile, et puis du suivi des enfants de 0 à 6 ans et au-delà, comme j'ai dit, jusqu'au collège. Alors, au collège, ce sont les sages-femmes qui se déplacent faire des actions de prévention. Oui. Dans les classes, on ne reçoit les enfants que jusqu'à l'âge de 6 ans. Voilà. Et c'est très important, j'en rajouterai, de bien faire suivre son enfant depuis la naissance, de faire tous les examens de santé, parce que plus on dépiste précocement lorsqu'il y a une difficulté, un retard d'acquisition de la marche, du langage ou toute autre difficulté, plus on les prend tôt, mieux on a de chances que ces difficultés soient corrigées. Voilà. Bien. Bonjour, merci mesdames d'être venues. Il est à 13h02, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements et particulièrement justement sur ce débat, comment bien vieillir en Guadeloupe, puisque là on a parlé de la PMI, de la protection maternelle et infantile, mais on va basculer dans l'autre sens avec les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui ont dépassé la soixantaine et sont de plus en plus nombreux. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et comme je vous l'ai dit, Marie-Chantal Saint-Sauveur, militante de l'âge, bonjour. Bonjour. Et va nous présenter un débat sur comment vieillir en Guadeloupe. Merci. Heureux. Oui, et devenu heureux, bien sûr. Heureux, vieillir heureux. Hein. Pas vieillir seulement, vieillir heureux. Bon, alors, elle a invité pour cela Dr Ludwig Mounsami, bonjour. Bonjour. Madame Célia Dachir, bonjour. Bonjour. Monsieur Fred Catel, vice-président de l'association Éveil 4 Chemins à Ville, pas 4 Chemins. Bon. Et Madame Vincine Bordin, qui est retraitée. Tous ces gens-là, tout à l'heure, on va débattre sur le bonheur et le vieillissement. Pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation des lycéens de Basse-Terre-Haut, du lycée Basse-Terre-Haut à Marie-Galante. Ça va vraiment mal. Ils ont l'impression d'être laissés pour compte, d'être abandonnés. Est-ce que c'est une question de management du proviseur? La question pose. En tout cas, on regarde ce sujet et on revient vers vous. Après, on va parler de France Service. C'est parti. Aujourd'hui, on s'est réunis pour faire une grève, pour déplorer l'état médiocre du lycée, de la cuisine. Et je vais commencer tout simplement par la cuisine, qui est en fait en travaux depuis depuis 2022, les grandes vacances de 2022. Et on nous dit chaque mois, qu'elle va être repoussée. Là, le dernier mot qu'on a eu, c'est qu'à la rentrée, elle va être finie. On verra bien. Moi, dans mon cas, je suis en terminale bac pro HR, je n'aurai pas le temps de voir cette cuisine. Mais les 3 ans que j'ai passés dans le lycée m'ont appris que la filière est malheureusement vraiment en déclin. On dirait qu'ils nous abandonnent, qu'ils nous laissent. Donc, je vais prendre un exemple concret. En seconde, j'ai fait des TP sur des crêpes, par exemple. Et cette année, on est revenu sur des crêpes. Donc, sur ce constat, je mêle plus mes profs parce que j'ai l'impression qu'ils ont un manque de compétences, un manque de capacité. Et surtout, ils nous rabâchent à chaque fois que financièrement, ils ne peuvent pas faire de commandes plus hautes, plus élevées pour qu'on puisse voir d'autres techniques. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Moi, c'est du pipeau. Dans le cas de la salle pour ma classe, leur prof est constamment absent. Il esquive en fait les TP. Il ne cherche pas à organiser de TP avec eux. Et c'est quelque chose de déplorable, bien évidemment. Et quand il est en cours avec eux, il fait que raconter sa vie. Il ne veut pas approfondir sur les techniques, pour les apprendre autre chose. Donc, tout ça fait qu'on est obligé de tout apprendre en stage. Et que même quand on arrive en stage, ils nous demandent qu'est-ce qu'on connaît. On se retrouve sans rien, quoi. Par exemple, si on nous demande de faire des filets, on ne peut pas, on ne connaît pas. On est obligé d'improviser ou carrément de demander à notre tuteur comment faire le filet. Donc vous voyez, 3 ans dans une filière dans laquelle on est censé connaître les filets de levier, un filet par exemple, on n'a rien. C'est déplorable et pour moi c'est quelque chose de... Voilà. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui on fait la grève.
Bien, visiblement, il maîtrise bien le sujet. Et donc, les dirigeants, les responsables du lycée Bastaro devront, je pense, revoir un peu leur copie. Bien, alors on va entrer tout de suite dans le cœur du sujet qu'on a prévu sur comment vieillir en Guadeloupe. Alors, Madame Saint-Sauveur, c'est le deuxième débat qu'elle nous fait l'honneur d'organiser. Et cette fois-ci, on avait vu un petit peu la situation des personnes âgées il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Et là, cette fois-ci, on peut vieillir heureux, c'est ça? Je pense que oui, mais nos invités nous en diront un peu plus tout à l'heure sur le sujet. Vieillir, c'est vivre, et il s'agit de vivre heureux. Donc, comment faire? Que faut-il faire? On va en débattre. Il y a des recettes? Des recettes, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais il y a des conditions qui doivent être remplies pour que l'on se sente heureux de vivre, même en avançant en âge. Alors, je vais prendre à l'envers. Si vous avez souhaité organiser ce débat, c'est que vous avez le sentiment que les gens ne vieillissent pas heureux? Pas que j'ai le sentiment qu'ils ne vieillissent pas heureux, mais je rencontre des situations où beaucoup pensent le vieillissement en termes de maladie ou de mort. Négativement, quoi. Négativement. Oui. Donc voilà, il s'agit aujourd'hui d'en débattre, d'avoir des témoignages. Nous avons avec nous deux personnes qui ont avancé en âge. Nous souhaitons en savoir plus grâce à leur expérience. Et puis, par ailleurs, les connaissances des professionnels. Alors justement, je vais me tourner vers le docteur Guig Mounsami, puisqu'il est praticien hospitalier et chef de service en gériatrie. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous visitez les seniors qui sont malheureux, qui se plaignent, que ça va mal, etc., quel est le sentiment global qui ressort? De façon globale, on a de tout. Dans le vieillissement, on a de tout. Et là, ce qui est important, c'est justement, comme le disait Madame Saint-Sauveur, c'est que on est en Guadeloupe et on a une population qui est vieillissante et l'image du vieillissement, elle n'est pas toujours positive. Et ça depuis des années. Et sauf que maintenant, on est confronté à ce vieillissement et on sait qu'il y a des façons, des modes de vie qui permettent d'être heureux et de vivre longtemps, puisque l'espérance de vie, elle s'allonge au fur et à mesure. Et de combien maintenant en Guadeloupe? En Guadeloupe, je n'ai pas forcément les chiffres, mais la moyenne d'âge en tout cas qu'on a au CHU en service hospitalier, c'est 83-84 ans. Oui. Il y a beaucoup de centenaires en Guadeloupe maintenant. Il y a beaucoup de centenaires et c'est l'exemple des centenaires. Vous avez très peu de centenaires qui arrivent, donc on a jusqu'à 100 ans et qui ne sont pas heureux. En général, quand ils arrivent à cet âge-là, c'est qu'ils ont bien vécu et qu'ils ont encore une vie, donc on a épanoui, heureuse, qu'ils sont bien entourés. Et c'est là où on veut mettre un point d'honneur sur ce vieillissement, que quand on est bien entouré, quand il y a une bonne hygiène de vie, on peut faire des choses et on est heureux. Alors, je me tourne vers Madame Bordin, elle est retraitée. Est-ce que par rapport à la façon dont a vécu votre mère, j'imagine, qui était âgée, j'imagine aussi, et vous sentez que c'est la même chose, mais qu'est-ce qui a changé? Non, c'est pas pareil, parce qu'à l'époque de ma maman, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas des activités, il n'y avait pas plein de choses. Tandis que nous, on a plein d'activités. Moi, personnellement, je suis dans plusieurs associations, donc je fais partie. Et puis, on a des jours où on fait du sport, on fait de la marche, on sort. Donc, même la semaine dernière, on était à Marie-Galante. Oui. On a passé 2 jours à Marie-Galante. Et on y retournait bien heureux. Alors, M. Catel va sûrement confirmer ça, puisqu'il est président de l'association Éveil 4 chemins aux abîmes. Qu'est-ce que vous proposez aux seniors? Chez nous, à notre association Éveil 4, 4 chemins des abîmes, nous avons des activités du lundi au samedi. Du lundi au samedi? Du lundi au samedi, nous avons des activités tous les jours. C'est pire que le travail, ça. Et ça permet effectivement à nos seniors de passer des moments heureux. Oui. Dès le lundi, nous avons Atelier Théâtre. C'est une association où nous faisons beaucoup de théâtre. Oui. Le mardi, nous avons la chorale. D'accord. Le mercredi, nous avons la danse quadrille. Oui. Le jeudi, nous avons encore théâtre.
Et le vendredi, salsa. Le samedi, nous avons encore atelier de oui, là c'est la totale. Là, hein. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que les personnes qui sont avancées en âge puissent avoir un calendrier, chercher une association dans le quartier. Oui. Ça va leur permettre effectivement de faire des activités. Mais ça, c'est le côté loisir. Mais côté aussi, je pense, de santé, comme a dit le docteur, il faut prévoir comment garantir une bonne santé. Il faut aussi voir une bonne santé. Pour moi, ça passe par ne serait-ce de faire son jardin, marcher autour de son quartier. Au sein de notre association, nous avons aussi ce qu'on appelle atelier équilibre. C'est du sport. Oui. Atelier mémoire, ça permet aussi de garder la mémoire assez éveillée. Oui. Et tout ça, c'est fait dans l'association pour permettre effectivement de passer des moments heureux. D'accord. Je me tourne vers la neuropsychologue Sylvia Dachir. Oui. Quel est le mental de la personne âgée aujourd'hui? Puisque on vient d'entendre que Madame Bordin qui disait que c'est plus pareil par rapport à ce que sa mère a connu. Alors, moi, je dirais que, du coup, l'idée serait de se challenger pour bien vieillir. C'est-à-dire, comme disait Madame Saint-Sauveur et docteur, ce regard, en fait, positif que l'on doit avoir, en fait, sur ce passage, ce moment de la vie, ne doit pas être vu comme, en fait, une somme d'incapacité, d'impossibilité. Comme une souffrance, quoi. Voilà. Ouais. Mais au contraire, nécessité, du coup, de remanier certaines choses pour pouvoir aborder les possibles. Oui. Et du coup, forcément, si je remanie et que j'aborde les possibles, eh bien, forcément, j'ai une vision beaucoup plus positive et j'aurai envie d'y aller et du coup, je serai heureux de vieillir. Donc c'est un apprentissage qui, à mon avis, c'est un apprentissage de toute la vie, en fait, hein, pour aborder pas à pas, en fait, ce moment de l'existence, en fait, pour aussi, du coup, aborder cette idée de je remanie ma propre vision du monde et mon propre rapport à ce monde, moi qui change, en fait, tout au long de cette vie. Mais alors, comment agit le psychologue, neuropsychologue avec ces personnes? Alors, du coup, le psychologue, neuropsychologue, il a on va dire deux casquettes. Du coup, il y a l'aspect cognitif, dont monsieur a parlé, sur les aspects de la mémoire et la cognition, c'est-à-dire pouvoir dire aux gens, ben, effectivement, le vieillissement, il y a des changements physiologiques. Voici les changements que vous aurez au niveau donc, de votre cognition, de votre mémoire, vos difficultés d'attention et comment on peut aménager en fait pour pouvoir être moins gêné dans le quotidien. Donc ça, c'est cet aspect cognition. Et puis, sur le plan, j'aurais dit, psychologique, psycho-émotionnel, eh bien, je trouve qu'il est intéressant de faire une petite relecture de sa vie, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait voulu faire, et du coup, ce qu'on peut faire. Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est vraiment ça. Il n'est jamais trop tard. D'accord. Voilà. Alors, justement, je me tourne vers Madame Saint-Sauveur, qui se dit militante de l'âge, puisqu'elle a un certain âge aussi. Comment vous avez gardé tout ce dynamisme pour pouvoir organiser des débats, nous suggérer des choses comme ça? Parce qu'il faut dire que je lui rends grâce, parce que c'est grâce à elle, c'est ce deuxième débat qu'elle nous propose et que j'accepte avec sympathie. Qu'est-ce qui fait que? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvia Dachir. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que les personnes qui n'ont pas encore avancé en âge ou qui avancent en âge intègrent que vieillir, c'est vivre. Oui. C'est essentiel que l'on retienne cela. C'est vivre. Et donc, si on vit, mais comment voulons-nous vivre? De quoi nous voulons être munis pour bien vivre? Comme nous l'avons fait quand nous étions plus jeunes, nous devons nous poser la question de cette période de vie. Que voulons-nous? Bon, alors, il est difficile de demander à quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas s'assurer les besoins primaires, d'être heureux. Cela veut dire que la personne qui avance en âge, ben, elle a besoin d'un toit sur sa tête. Donc, la question du cadre de vie, de l'environnement de vie. Elle a besoin de subvenir à ses besoins alimentaires, ses besoins de loisirs, ses besoins de santé. Donc, toutes ces questions-là sont essentielles.
Et après, quand on a répondu à toutes ces questions-là, mais la question du lien social, la relation à la famille, la relation au quartier, au voisinage, à sa cité, parce que la personne âgée demeure un acteur de la société, est-ce qu'elle trouve sa place dans cette société-là? S'il faut que la société garde ce regard négatif sur les personnes qui avancent en âge, mais comment la personne âgée peut-elle trouver sa place? Et là, il y a lieu d'agir pour ceux qui sont responsables du cadre en matière de société. Et puis, il y a ces questions qui nous sont personnelles. Oui. Et là, elle en a parlé, Célia Lachir. Le bonheur, c'est aussi celui que j'ai en moi, celui que je porte en moi. Ai-je résolu toutes ces questions, toutes mes questions d'amertume, par exemple, pour continuer à avancer en âge? On sait qu'on peut traverser la vie avec des douleurs diverses, des douleurs de l'enfance, des douleurs que l'on a connues dans le milieu professionnel, par exemple. Ai-je fait la paix avec tout ça pour continuer à vivre? Tout cela est essentiel. Alors, mais il y a quand même quelque chose, je me tourne encore vers Mme Bourdin, qui a peut-être changé, c'est que j'entends souvent dire que les personnes âgées sont de plus en plus seules. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait le cocon familial, les petits-enfants, les enfants, et puis aujourd'hui, les enfants sont partis à l'étranger le plus souvent, et la mère ou le père se retrouvent souvent seuls. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et peut-être ça a aussi contribué, M. Cattel, à y répondre. Il y a certaines personnes comme ça. Oui. Il y a certaines personnes, mais avec les associations, on va rendre visite. Oui. On va les voir, on les invite des fois à être avec nous. On partage. Monsieur Cattel. Oui, il est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons la chance, nous, où les enfants gardent leurs parents chez soi. Oui. Contrairement à beaucoup d'autres pays où les grands-parents iront dans les EHPAD. On les emmène dans les EHPAD. C'est déjà une bonne chance pour nous. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Et même au sein de l'association, voilà pourquoi nous avons tant d'activités. Ça leur permet de ne pas rester devant la télé chez eux, mais de venir partager des moments assez conviviaux. Par exemple, tous les deuxièmes mercredis du mois, on fait un repas. Ces personnes peuvent venir et participer. Comme elle a dit tout à l'heure, ma collègue à côté, qui est aussi associative, on a une marche dimanche pour passer la journée sur une plage. Et les personnes âgées sont très friandes de ce genre de sortie. Ça leur permet de sortir de chez eux, d'être avec nous, de parler, plutôt de rester chez eux. Et tout ça contribue à ce qu'ils passent des moments heureux. Je pense aussi que les personnes heureuses, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, avant, je me rappelle mes grands-parents, le soir, ils appelaient les petits-enfants. Oui. C'était un moment de partage. Ils disaient « asseyez-vous », ils les apprenaient à prier. Oui. Les grands-pères, même les grands-mères, apprenaient aussi à faire des jeux. Quand on regarde des enfants maintenant, beaucoup sont devant leur tablette ou leur téléphone. Oui. Et ils ont oublié les traditions du pays, telles que rouler une roulette, tout ça. Mais si les grands-parents qui savent toutes ces choses-là, ils peuvent appeler leurs petits-enfants pour leur demander, effectivement, ou leur apprendre à faire comment attraper un oiseau, comment faire un cerf-volant. Et cela va contribuer aussi à eux-mêmes de partager leur savoir d'avant. Tout à fait. Je crois que c'est très important. Docteur Mounsami, moi, je vous pose la question. Quel est le conseil que vous pourriez donner, premièrement, à un jeune, et puis aux parents du jeune qui sont des seniors? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Parce qu'en fait, si on fait le débat aussi, c'est pour essayer de trouver des solutions. Alors, comme conseil pour les jeunes, c'est assez difficile parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, les jeunes en général, donc, ils s'en vont pour les études, et c'est pour ça qu'il y a le vieillissement qui est accentué en Guadeloupe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Mais il y en a qui restent quand même. Il y en a qui restent. Et qui reviennent. Il y a même un mouvement qui s'appelle Alévini qui permet de revenir au pays. Et du coup, on est confronté un peu à ce vieillissement un peu accéléré. Donc on a surtout dans les Antilles. Et donc, pour le jeune, en termes de conseils, ce qui est important, c'est vraiment le lien social, le lien familial, puisque
déjà dans la thématique du débat où c'est vieillir en Guadeloupe, on a déjà les aspects du vieillissement et la partie où on est heureux, tout se passe dans la tête. Et on le voit bien hein, en général, même dans les consultations pour la mémoire, dès que quelqu'un, quel que soit son souci, se sent bien dans sa tête, il y a beaucoup de soucis qui s'effacent au fur et à mesure et ça débloque pas mal de situations. Et donc on revient toujours sur les règles du bien vieillir, hein, qui sont des règles assez simples qu'on néglige et qui sont juste avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire donc on a bien manger, sortir, s'aérer, avoir un entourage soit familial, des amis, donc on a être dans des associations, puisque c'est ce qui marche bien en Guadeloupe, comparé aussi à la métropole par exemple, c'est que il y a beaucoup plus d'isolement en métropole, beaucoup plus d'admission en EHPAD, mais parce qu'en fait on a encore en Guadeloupe cette culture où on est ensemble. Et même s'il y a des EHPAD ici, elles ne sont pas forcément toutes remplies, parce qu'il y a encore des familles, pas forcément la famille proche, hein, ça peut être des neveux, des nièces, mais qui prennent en charge, donc on a leur tati, leur grand-mère, et ça forme un lien qui fait que le vieillissement est vu d'une autre façon. Et c'est l'occasion aussi pour ce débat, parce que c'est ce qui manque sur le territoire, c'est l'information. C'est que beaucoup de personnes ont ces idées un peu négatives, mais parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui est possible sur le territoire. Et même nous qui sommes dans le domaine de la santé, ou même juste les professionnels de santé, hein, peu importe notre métier, on ne sait pas vraiment tout ce qui se fait sur le territoire. Et c'est durant ces débats justement qu'on peut informer, donc on a l'ensemble de la population sur tout ce qu'il est possible de faire en Guadeloupe et lutter justement contre l'isolement et favoriser le bien vieillir. Madame Saint-Sauveur, moi j'ai envie de vous poser la question, et je sais que vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais il faut la poser quand même. Tout à l'heure, j'ai reçu les gens de la PMI, protection maternelle infantile. Est-ce qu'il y a une protection pour les seniors du même niveau? C'est-à-dire par la CGSS, la CAF, etc. Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont à la retraite ou qui ont dépassé même l'âge de la retraite? Pas une protection, mais il y a une politique du vieillissement qui est mise en œuvre et chacun, dans le cadre de ses compétences, la sécurité sociale de son côté, pour laquelle les publics, ce sont les personnes âgées autonomes. Nous avons une offre de services dédiée à nos retraités autonomes. Le Conseil général propose des choses. Et le Conseil général, de son côté, il y a une politique qui est mise en œuvre sur le territoire. Le hic, on va dire, c'est peut-être une insuffisance. Il faudrait peut-être aller plus loin, renforcer les moyens, s'assurer qu'aucune personne âgée, aucune personne ayant avancé en âge ne reste en dehors du système. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons encore nous satisfaire d'être un peu mieux que la France parce que nous avons une autre culture, mais nous voyons de plus en plus des personnes âgées qui errent dans les rues quand même. Des hommes, des femmes qui sont en manque de soins. Voilà, nous avons des personnes âgées qui, personnellement, j'en ai rencontré, qui viennent à l'occasion des rencontres que nous faisons. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la question sanitaire, la question de l'hygiène, voilà. Ou même de l'habitat, hein, quelquefois. De l'habitat énormément. Donc, il y a encore quelque chose à faire et qui nous n'avons pas encore réussi. Monsieur Cattel, les associations, enfin votre association, vous avez les moyens suffisants? Parce que le CECAS des abîmes vous aide comme il faut, parce que Mme Guiogou est avec vous pour vous soutenir. Effectivement, par exemple, la semaine dernière, nous avons eu notre assemblée générale, et il y a Mme Mounier qui est venue nous dire ce qui existe pour les personnes âgées. Donc, on va de plus en plus prendre son attache pour mettre en place des choses, parce qu'il faut savoir aussi que les personnes âgées doivent s'accommoder aussi à notre nouvelle méthode de communication qui existe maintenant. C'est vrai que
Avant, ils ne connaissaient pas ce qu'était Internet, WhatsApp. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi, au sein de l'association, un atelier de informatique. formation, oui, pour aider. Voilà. Oui. Et on demande aux jeunes aussi, bien que les personnages va leur montrer des choses, mais à eux aussi de montrer à leurs grands-parents ces méthodes d'informatique qui existent maintenant, de communication qui existent maintenant. Parce qu'ils ont besoin, comme le monde a évolué, tout passe maintenant par Internet. Donc on est obligé de vivre avec notre temps aussi. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors moi j'ai envie de vous demander à Sylvia Adachi, quels sont les conseils qu'on peut donner, parce qu'on est là aussi, pas seulement faire l'état des lieux, mais essayer de trouver un début de solution pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, aussi cette émission, on n'est pas beaucoup disant de ces âges-là, et ont besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors moi je dirais, du coup pour rebondir sur ce que monsieur disait, qu'il ne faut pas se laisser dépasser. Alors souvent on entend c'est plus de mon temps, mais non, mais c'est plus de mon temps. Mais en fait votre temps il est où? Il est maintenant en fait. Donc aujourd'hui c'est WhatsApp, c'est toute espèce de biais qui se sont développés avec la pandémie, etc. Eh bien je me mets à la page et je reste curieux. Alors on vous a pas dit, on vous a pas dit d'être les premiers sur TikTok, les premiers sur Instagram avec je ne sais combien de followers. Non, c'est pas ça. Mais restez quand même toujours curieux de ce qui se passe dans votre temps, puisque vous êtes toujours là aujourd'hui maintenant. Donc on ne peut pas se laisser. Voilà, vous êtes vivant, on ne peut pas se laisser dépasser en fait. Et justement, le fait de maîtriser l'outil informatique, notamment le smartphone ou toute espèce de gadget qui arrivera, si ça me permet de m'ouvrir vers ce monde, eh bien je l'utilise comme tremplin pour m'ouvrir dans ce monde, vers ce monde en fait. Et c'est comme ça que je ne me laisse pas dépasser. Je suis dans le temps, je vis avec mon temps, en fait. Et je pose la question à Mme Bourdin. Vous avez un téléphone portable? Oui. Vous utilisez l'Internet aussi? Oui. Ah ben on est là, comment dire. Vieillir, c'est vivre. Mais oui, non, mais Elle prend sa place. Et toute personne qui avance en âge doit prendre sa place dans la société. Tout à fait. Je suis là, j'existe. C'est vrai, je suis vieux, vieille, j'avance en âge. On dit même plus je vieux, suis senior. Mais pourquoi ne pas dire vieux? Vieux, c'est pas négatif. On commence à vieillir dès le lendemain de ton jour de naissance. Il n'y a pas de... docteur, dès qu'on a 2 jours, on est déjà vieux. Mais on commence à vieillir le lendemain de sa naissance, on avance en âge. Hein? Oui. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses la semaine bleue. C'est toujours en octobre. Oui. Et là, il était dit que les personnes qui sont avancées en âge, on les appelait les nouveaux jeunes. Oui. Ah, ce sont les nouveaux jeunes. Ça, c'est de l'agisme. C'est la culture du jeunisme. Et c'est de l'agisme. C'est pas mauvais quand même de penser C'est de l'agisme. Oui ou non, psy? Je dirais que justement, en fait, non. En fait, mentalement, je n'ai pas à penser que je suis jeune puisque ce n'est pas le cas. Mon corps me dit que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, je dois par contre, être en cohérence, en concordance avec ce que je vis et accepter par contre ce que je vis. Ça, c'est un autre travail. Mais me dire, ah bah oui, je suis jeune, j'ai un style de jeune, etc. Non, ça c'est... Je ne pense pas que ça soit la solution, puisque, en fait, dans la réalité, le temps passe quand même. Et j'ai peut-être une ride, voilà, le corps, etc. Les changements apparaissent quand même. Donc, bon, c'est plutôt un leurre de se dire je suis jeune parce que on m'a j'ai le même regard. Hein, il peut transpercer autant que quand j'avais 40 ans, quand j'avais 30 ans. Le même sourire, j'ai le cœur qui bat toujours autant. Je suis vivante. Mais mon corps me dit chaque jour que je ne suis pas la même. Mais alors, il y a un sujet, il est un petit peu particulier, mais enfin, je pose comme la question, c'est le problème de la sexualité des personnes bien sûr. Alors, comment vivre sa sexualité quand on est senior, quand on est un vieux? Comment on dit, là où on vit, quoi? La mise en œuvre de la politique du vieillissement prévoit des ateliers sur la sexualité, sur l'affection des seniors. Hein. D'accord. Vivant, je suis vivant. Après, je peux tomber amoureux, je peux décider de me remarier si le premier ne s'est pas bien passé, voilà, nous avons rompu, nous avons divorcé, ou alors je suis veuve. Je peux me remarier, je peux refaire ma vie, je retombe amoureux, amoureuse, je continue à aimer, je suis vivante, j'ai un cœur qui bat.
Monsieur Cattel, c'est une question qui vient quand même quelquefois dans l'association. Ben, vous savez, on fait beaucoup de conférences-débats aussi. La prochaine conférence-débat pour le 25 mars, ça va être l'AVC et l'hypertension. Et au mois de juin, j'ai déjà programmé ce que vous disiez à l'instant là. Oui. Eh ben, la sexualité des seniors. Ah. Bien sûr. Qui n'est pas un tabou. J'ai pris un petit peu d'avance. Ça ne doit pas être tabou. Voilà. Oui. Donc c'est pas un tabou, non? C'est une conférence débat, je pense, assez intéressant. Oui. Et voilà quoi. Et ça veut dire, docteur, sur cette question-là, il y a des médicaments particuliers ou bien il faut vivre avec son corps? Il faut vivre avec son corps. C'est sûr qu'il y a toujours des médicaments, mais il y a un moment où il faut toujours éviter les techniques médicamenteuses et accepter l'idée que ce ne sont pas les mêmes performances qu'à 20 ans. On s'accepte comme on est. Et on continue. Bien sûr. À Vieux Habitants, il y a eu un couple, ça fait pas très longtemps, qui se sont mariés, ils se sont rencontrés au 3e âge. Ah, ben voilà, ben voilà. Ben oui. Il y a 2 semaines, j'y étais. Bon. Bien. C'est tout cela, vieillir heureux en Guadeloupe. Alors, je vais vous laisser, on va faire un petit tour de table quand même avant de conclure. On va commencer par le médecin. Le conseil que vous avez donné, il faut essayer de s'accepter, c'est ça? Oui, il faut s'accepter comme on est et il faut être bien dans sa tête. Bien dans sa tête. Monsieur Cattel? Mais comme je dis au départ, être en bonne santé, faire tout pour être en bonne santé. Oui. Chercher un loisir, une association dans son quartier qui a des ateliers. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Pas rester seul. Oui. Voilà. Et surtout, se renseigner au niveau de la mairie aussi pour savoir ce qu'il y a comme disposition prise pour les seniors. Oui. Madame... Eh bien, c'est continuer. On est sur Terre, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre. Voilà. Et être heureux. Et Célia? Moi, je dirais qu'il faut apprendre à vieillir, en fait. Parce que c'est pas évident. Ah, il faut apprendre à vieillir. Il faut apprendre, ouais. Il faut apprendre. Oui. Il faut, en fait, se dire que je vais devoir me familiariser avec ce moment-là, en fait. Que j'ai envie ou pas. Parce que du coup, c'est naturel. Et du coup, il faut apprendre, il faut se préparer. Et du coup, plus je me prépare, plus je vais appréhender autrement, en fait, ce moment. Le mot de la fin, ce sera pour vous. Ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter à parler de ce que l'on ressent. C'est important. Et donc, faites appel à nous. Voilà, le docteur Mounsami, M. Cattel, Mme Bourdin, il y a Célia, et puis il y a moi. Voilà, il faut surtout en parler de ce que l'on ressent, ne pas rester dans son coin. Il y aura d'autres débats? Ben oui, nous sommes prêts à faire autant de débats qu'il en faut pour que la prise de conscience se fasse au sein de la population. Bien. Ben écoutez, on vous remercie tous et toutes pour ce focus sur le bien vieillir. Heureux. Ça. Heureux, vieillir, heureux. J'espère que les gens qui nous regardent ont pris mot. On va passer à autre chose. On pense tout de suite un petit sujet sur l'inauguration France Service à Trois-Rivières. On revient tout de suite. On va terminer avec notre chroniqueuse du lundi. Je vais parler de Iman qui est déjà là tout de suite. C'est que ce soit du côté des élus, des collectivités, de la Poste, de l'État, c'est de pouvoir apporter le service public à nos concitoyens. Et ça, c'est fondamental. Ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est qu'on aura beau effectivement avoir des politiques publiques, faire de l'administration, si on n'est pas capable d'apporter cette administration, d'apporter ces services aux gens qui en ont besoin, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, le rôle des France Services, c'est ça, c'est ce dernier kilomètre des politiques publiques. Voilà. Et donc ça, pour ça, c'est vraiment des institutions très importante. Et en plus, en Guadeloupe, on est vraiment en avance. Enfin, on est vraiment exemplaire dans ce domaine, puisque pour un territoire de cette taille, en parle de population, on a quand même 29 France Service, ce qui est beaucoup. On a maillé le territoire de France Service, donc tous nos concitoyens en Guadeloupe peuvent trouver aujourd'hui, pas loin, à 10-20 km de chez eux au maximum, une France Service, où on va leur apporter des services en matière de CAF, sur le plan social, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan fiscal, sur le plan des titres de séjour, sur le plan... Voilà. Donc il y a tout un panel de services qui est assuré. Et alors la France Service, ce n'est pas simplement les gens qui sont au guichet, qui est déjà formidable, c'est aussi derrière toutes les administrations. C'est-à-dire que quand on a un sujet un peu compliqué, de retraite, etc., on peut faire appel au fiscal ou d'impôt, on peut faire appel effectivement aux gens qui ne sont pas là physiquement, mais avec qui on peut faire une visio, on peut avoir un entretien téléphonique quand on est sur un sujet compliqué. Voilà, donc c'est... Voilà, donc on est vraiment en Guadeloupe, je trouve que c'est vraiment exemplaire et tout ça, effectivement, c'est porté par la Poste, c'est porté par les collectivités et c'est très bien.
C'est une grande satisfaction dans la mesure où aujourd'hui, la population de Trois-Rivières peut bénéficier des différents services. Donc, nous remercions le partenaire La Poste qui, à travers déjà la banque postale, assure déjà l'accueil des Trois-Riverains, mais pour leur proposer déjà des produits financiers. Et là, c'est une nouvelle dimension qui permet à la Poste encore de recevoir la population de Trois-Rivières, mais afin de mettre à sa disposition les différents services de l'État. Donc, c'est une satisfaction. Ça permet de rapprocher ces services à cette clientèle, à cette population de Trois-Rivières. Et comme nous l'avons dit, la collectivité de Trois-Rivières sera aux côtés de la Poste là aussi. Quand il y a des initiatives en faveur de la population, nous devons, en tant que politique, prendre notre responsabilité. Nous allons le faire pour être aux côtés de la Poste, pour que là encore, que les services soient davantage aux côtés de cette population et que nous puissions espérer que les réponses qui soient apportées soient satisfaisantes pour tous. Voilà. Voilà, c'est la deuxième pause et on se retrouve dans un instant avec Iman qui est déjà là. Bonjour Iman. Bonjour Dani. Ça va, il est en rose, comme une fleur. Bon, à tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le dernier quart d'heure du ZCL et là on reçoit une femme en rose. Et cette femme, c'est une coach d'hypnose, d'auto-hypnose, elle s'appelle Iman Soudan. Bonjour Madame Soudan. Bonjour. Bonjour à tous. C'est une femme leader, visiblement. Exactement, on va parler du leadership. Ah, on va parler des femmes leaders? Oui, tout à fait. Bon, allons-y, c'est parti. Parlons des femmes, hein, c'est le mois de mars, droit de la femme toujours, mais parlons des femmes, c'est l'occasion de parler du leadership féminin. Et qu'est-ce que c'est le leadership déjà? Justement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui. Déjà, on peut commencer par le début. Donc, avoir les visuels en même temps. Donc, le leadership, c'est quoi? C'est la capacité de l'idée, de guider, d'inspirer, d'insuffler une énergie qui permet d'atteindre des objectifs. Donc, ça peut être à la fois professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Comment je peux être leader de ma vie personnellement et me mettre dans une énergie de réussite et de succès dans ce que je veux entreprendre. Oui, donc c'est le cas d'Iman. J'incarne ce leadership, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Je confirme. Tu confirmes, c'est bien. Donc, c'est pas forcément inné, c'est quelque chose dont on peut avoir besoin d'apprendre, surtout dans des entreprises, parce que ça ne signifie pas forcément imposer aux autres sa façon de faire ou qu'on est au-dessus de quelqu'un. En fait, le leadership, c'est pas avoir plus de pouvoir que quelqu'un, mais c'est plutôt avoir un rôle de guide, de prise de conscience, d'inspiration pour les autres, de donner envie, de diffuser une énergie, voilà, qui propulse et qui permet d'avancer. Donc, il y a une façon de faire qui peut être féminine typiquement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, parce que souvent on parle de leadership au masculin, de sa capacité à agir, d'être dans l'action, d'avoir des résultats, d'être dans cet esprit de compétition, et c'est utile parce qu'on en a besoin en fait de cette énergie-là, mais aussi d'avoir cet aspect féminin. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, quelles seraient les étapes en fait déjà d'un leadership non genré, on va dire? Ce serait déjà de voir les choses telles qu'elles sont, donc pas pire, pas meilleur, et pour avoir une vision claire et clairvoyante en fait de la direction dans laquelle on veut aller. D'imaginer aussi sa vision, de voir qu'est-ce qui est bon pour soi, mais pas que, pour les autres aussi, parce qu'on est dans un système, donc on n'est pas seul dans la vie, on fonctionne ensemble, donc qu'est-ce qui est bon aussi pour les autres, et de pouvoir, la troisième étape, ce serait de rendre les choses de la façon dont on souhaite. Donc ce seraient les étapes un peu essentiel pour développer son leadership. Et pourquoi leadership? Parce qu'il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui lead. C'est ça l'idée. Et il n'y a pas de honte à être un suiveur ou à être un leader. C'est pas forcément tout le monde qui peut le faire. Il y a aussi besoin de travailler ensemble et de mutualiser les compétences. Et chacun a sa place et chacun a sa mission. Et c'est important de pouvoir avoir une clarté d'esprit sur ça. Donc c'est à la fois valable en entreprise, mais c'est aussi valable dans un couple,
qu'il y a un système dans une famille. C'est donner l'impulsion, donc ça peut être à la fois la femme ou l'homme. Il n'y a pas forcément, c'est pas lié au genre sexuel, on va dire, mais c'est utile d'avoir un équilibre entre ces deux pôles, ces deux polarités pour être un bon leader en fait. Et on va parler de ça. C'est quoi les énergies yin et yang? L'énergie yang, c'est vraiment l'énergie d'action, de décision, de calcul. On est dans le mental, on va réfléchir à comment faire pour être plus rapide, plus efficace, plus efficace, oui. Et le côté yin, c'est l'énergie qui va être plus lente, qui va être dans la douceur, la réceptivité, qui va essayer de comprendre les gens. Donc, l'équilibre, on l'a aussi, que on soit homme ou femme, peu importe. On est à la fois yin et à la fois yang. Et comment ce côté yin, donc de douceur, il est plus prégnant chez la femme. Donc, comment on va utiliser ces énergies-là? C'est ce qu'on va voir par la suite à travers les différentes énergies. Donc, il y a différentes énergies féminines, la lenteur, la vulnérabilité, le lien, la douceur, la créativité. Et donc, c'est important de pouvoir utiliser en fait ces énergies-là dans sa façon de faire, à la fois professionnelle et familiale. Donc, on va voir les différentes étapes en images. Alors, le slide d'avant. Voilà. Donc, comment utiliser la lenteur? La lenteur, ça va être un moyen d'introspection. L'introspection pour avoir une meilleure compréhension de soi, de son fonctionnement, comprendre ses croyances, ses peurs. Donc, je vais utiliser l'énergie de la lenteur dans le sens de je rentre à l'intérieur de moi pour être dans cette lenteur intérieure, vraiment. Comment aussi je vais pouvoir utiliser mes émotions, donc conscientiser mes émotions, accueillir à la fois les miennes et celles des autres pour être dans la compréhension de ce qui se passe chez la personne et pouvoir mieux appréhender l'écoute et la communication. Comment je vais utiliser ma vulnérabilité, c'est-à-dire le fait d'ouvrir mon cœur dans une situation pour me permettre de susciter à la fois l'émotion chez l'autre et de trouver des connexions avec sa propre histoire pour me permettre justement après de réunir en fait les forces parce que je me reconnais, je suis humain, elle est humaine et ça me permet de fédérer plus facilement en fait et de créer du lien, trouver quelque chose en commun, une valeur commune qui va me permettre justement de rameuter les foules et d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir me suivre. Donc les énergies de la douceur, ça va être pas forcément être dans le pouvoir, mais suggérer les choses, donner envie d'écouter. Alors, c'est pas forcément le bon slide, mais c'est pas grave. Et utiliser ma créativité. Donc, la créativité, ça me permet d'ouvrir les possibles, de chercher des pistes. Et on est très forte pour ça, c'est vrai. Les femmes sont très douées sur la créativité, trouver des solutions différentes, chercher des opportunités partout, en fait. Voilà. Et utiliser aussi la réceptivité, accepter de recevoir plus que de donner, accepter les succès, les feedbacks, les conseils. Voilà, on peut utiliser l'énergie aussi de la flexibilité, comment être souple avec sa famille, son équipe, pour faire face aux imprévus. C'est aussi être dans la fluidité, la flexibilité. C'est important d'utiliser toutes ces énergies-là pour justement parler avec confiance, avec assurance, utiliser toutes les forces qui sont en notre possession, aussi utiliser les forces des gens qui sont à nos côtés pour prendre des décisions qui permettent justement d'atteindre les objectifs et de prendre sa place et de donner aussi aux autres l'occasion d'être inspirés par notre position qui soit positive et efficace. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, comment utiliser dans une situation clé, par exemple, on peut avoir éventuellement la dernière slide qui permettra de voir un exercice pratique. Voilà. Un exercice pratique, donc il y a beaucoup de textes, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous pouvez prendre une photo éventuellement pour après pouvoir l'appliquer. Alors, dans une situation, par exemple, qui peut
poser problème. Utiliser l'énergie féminine au service de son projet, ça va être par exemple de suivre ces petites étapes. Donc, savoir quelle est la situation qui bloque au sein de son travail, qu'est-ce que ça fait de se sentir bloqué et quelles sont mes impressions, comment je me sens par rapport à cette situation, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quelle est l'émotion qu'il y a derrière, savoir du coup dans quelle situation j'aurais aimé être, quelle aurait été la situation idéale pour moi pour me sentir mieux, pour me sentir vue, entendue, qu'est-ce que j'aurais eu besoin de faire et voir en fait entre la situation qui est actuelle et la situation idéale que je souhaite, quel est l'écart et qu'est-ce que je peux, en mettant mon ego de côté, en me pardonnant sur ce que les exigences que je peux avoir sur moi, en mettant ça de côté, quelle est la situation positive, quelle intention positive il y a derrière cette situation et comment moi je peux contrebalancer les choses pour y voir quelque chose de positif, une solution qui me permettra de résoudre cette situation-là. Donc c'est des petites étapes qui peuvent permettre justement d'accueillir son énergie féminine et de mettre après en action les solutions qu'on aura pu voir émerger, donc d'utiliser son énergie masculine pour justement agir et mettre en mouvement et débloquer les situations qui peuvent poser problème. Voilà, c'est un petit exercice. Moi j'ai une question quand même. Oui. Est-ce que le leadership masculin est idem au leadership féminin? Masculin, ça veut dire qu'on va utiliser que le mental, l'action, on ne va pas être à l'écoute de son émotion, de sa personne et on va justement être dans un leadership qui ne sera pas positif. Enfin, pour moi, bon? Oui. Parce le leadership masculin n'est pas positif? Non, parce qu'on est dans une querelle de pouvoir, en fait. C'est plus de l'ego. On est sur le mental, on va pas embrasser les deux. En fait, chaque personne dans son corps a les deux, plus et moins. Yin et le yang. Yin et yang. Donc, c'est trouver l'équilibre. Pour être un bon leader, que ce soit homme ou femme, il faut être dans son équilibre, en fait. Bien, on a tout dit. Merci, Madame la leadership woman. On va revenir sur le début du ZCL. On a reçu en début Frédéric Guéraud-Bounama et Mme Sylvine Ringuyen. Pourquoi? On a parlé de la mission de santé de soutien à la parentalité, c'est-à-dire la PMI des enfants de 0 à 6 ans et même au-delà. Et ils ont donné toute une série de conseils, notamment des conseils alimentaires. Alors je le rappelle quand même pour les parents qui n'étaient peut-être pas au début. La bouillie banane pour Timona 6 ans, gyromonade pour Timona 6 mois et 6 mois et plus. Aussi, et ça là, sauce à pois pour Timona 1 an et plus. Voilà des recettes parce que pourquoi nos enfants sont désormais malheureusement obèses très tôt parce que comme on dit trop bitin doux, trop bitin salé. Donc tenez compte de ça. Ensuite, on a reçu bien sûr pour le débat Madame Saint-Sauveur. Elle est venue avec des gens intéressants, le docteur Louis Mounsami, la psychologue Sylvia Dachir, Fred Cattel, vice-président de l'association Ival 4 et une retraitée, Vincine Bordin. Et l'autre jour, on a parlé, être heureux et vieillir. Vieillir en étant heureux. Et ils ont donné la preuve, puisque Mme Bordin nous a dit qu'il a vécu tout votre monde, semaine passée, combien de jours mois galante. Enfin bref, la vie est intéressante. Fred Cattel, le vice-président de l'association, aussi a expliqué que son association était dynamique. Et du lundi au samedi, il y a une manifestation entre salsa le samedi, théâtre le jeudi, théâtre le mardi, lundi, initiation à l'informatique, etc. Effectivement, aujourd'hui, être une personne, un senior, ce n'est plus un handicap, il faut le vivre comme étant quelque chose de tout à fait normal, et c'est normal. Et puis, on a reçu, bien sûr, le leadership féminin, mais avec qui? Avec Iman, bien évidemment. Et en ce qui concerne l'actualité, nous sommes allés faire un tour d'abord à la deuxième convocation au MAC de Mme Lauréla Rinson avec le président Chalus, Ipavine, ça a fait le deuxième fois qu'il a convoqué Ipavine. Maxime Morel était là. Les lycéens de Marie-Galante du lycée Bastaro sont en grève, ils ne sont pas contents, ils sont maltraités, ils se sentent délaissés, donc ils ont décidé de monter au créneau et de demander des explications aux responsables de cet établissement. Nous sommes allés aussi à Trois-Rivières, il y avait une inauguration de France Service, et puis nous sommes allés faire un petit tour à Bouillante. Pourquoi? Parce qu'il y avait une animation
pour le 10e anniversaire de Canal+, Canal Plus 97, et aussi parce qu'il y avait la 15e édition du salon Prestige Guadeloupe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Yann avec Talina à l'assistana, et puis nous on vous salue, on vous dit à demain à la même heure. Et on salue Iman une dernière fois qui joue dans son portable, mais elle ne joue pas dans son portable, elle sourit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un débat. On peut dire déjà un petit mot là-dessus? Oui, on peut déjà en parler. On va déconstruire le concept du poteau mi-temps. Du poteau mi-temps. Voilà. Ok, on en saura plus très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte et on se retrouve demain.